Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des anecdotes, des témoignages et puis des histoires tout simplement en lien avec les différences culturelles. Si la thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus gros scandales liés à l'univers du luxe en Chine. Il s'agit du fameux scandale des baguettes de la marque Dolce & Gabbana. Après le tollé suscité en Chine par la publication de vidéos et de commentaires jugés racistes depuis 20 ans. C'est loupé puisque de nombreux internautes chinois, mais pas seulement, ont considéré la pub comme raciste, offensante, tournant en dérision la culture chinoise. Les commentaires ont fusé, les internautes chinois ont jugé la vidéo condescendante de la culture chinoise et vulgaire. Je tiens à préciser que dans cet épisode, je vais bien sûr partir du principe que la marque est bienveillante dans sa communication et qu'elle a simplement complètement raté sa campagne. D'autres pourraient dire que Dolce & Gabbana surfe sur le bad buzz pour se faire connaître, et c'est une possibilité, mais je trouve toujours un peu difficile de juger une marque, ou même une personne d'ailleurs, sans avoir été au cœur du réacteur. Dolce & Gabbana, c'est une marque de luxe italienne créée en 1985 par deux couturiers, Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Ils se connaissent depuis 5 ans quand ils décident de s'associer et ils développent ensemble un style unique, la mode de la femme sicilienne. Ils définissent leur vision de la mode comme un mélange entre tradition, religion et sensualité. Dès son lancement, la marque fait un carton, à tel point qu'elle s'internationalise dès les années 90 avec des boutiques à Milan, New York et Tokyo. En 2005, elle se lance sur le marché chinois et quelques années plus tard, elle fait partie des premières marques de luxe à se lancer sur des plateformes e-commerce chinoises. Cette stratégie, elle porte ses fruits, puisqu'en 2018, la marque a 50 magasins en Chine et elle réalise 35% de ses ventes sur le territoire, selon le cabinet américain Bain & Company. L'événement que je vais vous raconter aujourd'hui, il a justement eu lieu en 2018. Cette année-là, Dolce & Gabbana organise à Shanghai son plus grand fashion show jamais réalisé en Chine. Il est intitulé The Great Show. La volonté de Dolce & Gabbana, c'était de mettre en avant la culture italienne, et plus particulièrement la gastronomie. La marque a voulu mettre en scène une femme chinoise en plein choc culturel face à la culture culinaire italienne. Il y avait donc a priori une volonté humoristique derrière cette campagne. L'idée, c'était de faire rire les Chinois, mais ça a été la première erreur de la marque. L'humour, c'est l'une des choses les plus difficiles à traduire culturellement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne rit pas des mêmes choses, tout simplement. La culture, c'est quelque chose d'intime, on la porte en soi. Quand on attaque la culture de quelqu'un, on touche à une partie essentielle de sa personne. On peut tourner sa propre culture en dérision, mais pour plaisanter de celle d'un autre en sa présence et le faire rire avec nous, il faut vraiment un contexte de bienveillance totale. Alors c'est pas impossible, je suis moi-même assez fan de Paul Taylor par exemple, mais c'est quand même très compliqué. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Paul Taylor, foncez sur YouTube, regardez ses spectacles, vous allez passer un bon moment je pense. Bref. Dolce & Gabbana, comme vous le savez, ce ne sont pas des humoristes, c'est une marque de luxe, donc l'humour c'est quand même pas leur domaine d'expertise a priori. Pour la promotion de The Great Show, la marque publie une vidéo en 3 parties sur le compte officiel des couturiers italiens, leur compte Instagram et Weibo. Weibo, c'est un réseau social chinois qui est un mix entre Instagram et Twitter. Il publie cette vidéo 3 jours avant l'événement, le 18 novembre. Décidément, je sais pas si vous vous souvenez de mon premier épisode sur ce podcast, mais le mois de novembre, ça a pas l'air d'être un très bon mois pour organiser quelque chose en Chine. Laissez-moi vous décrire cette vidéo. Au premier plan, on voit des plats italiens, tout d'abord une pizza, puis des spaghettis, et ensuite un cannoli. C'est une pâtisserie sicilienne. Ces 3 plats, ils sont représentés dans des proportions énormes. Au second plan, on voit une femme chinoise très apprêtée, représentée par une mannequin du nom de Zhuoye.
Elle porte une robe rouge pailletée. Elle tente de manger ses différents plats italiens avec des baguettes. Elle n'arrive bien sûr pas à manger son plat avec ses baguettes, et donc elle rit un peu bêtement, apparemment embarrassée. Et au dernier plan, on voit une lanterne rouge et un distique, c'est-à-dire un poème chinois calligraphié. En fond sonore, une musique traditionnelle chinoise accompagne la voix d'un homme qui donne des instructions à cette femme pour lui apprendre à manger des plats italiens avec des baguettes. Dès les premières phrases, il parle de petits bâtons pour désigner les baguettes, puis face au cannoli, une pâtisserie donc de forme cylindrique, il ajoute « Est-ce que c'est trop gros pour vous ? Vous pouvez aussi prendre une baguette, l'insérer dans le petit pain sucré et le manger comme ça. » De par le contexte, ces phrases peuvent avoir une connotation sexuelle, mais on reviendra là-dessus. Pour finir, à la fin de chaque partie de la vidéo, le commentateur prononce Dolce & Gabbana avec un fort accent chinois. Écoutez. Dolce & Gabbana. Alors, il y a tellement de pépites dans cette annonce que je sais pas trop par où commencer. Bon, la base, c'est que bien sûr les Chinois ne mangent pas des pizzas ou même des spaghettis, enfin des plats italiens avec des baguettes. Lorsqu'ils mangent italien, ils vont donc au resto italien, ils vont manger comme les Italiens, hein, tout simplement. Alors ils peuvent manger avec un couteau et une fourchette, ou avec une fourchette et une cuillère, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Asie. Par contre, ils mangeront pas avec des baguettes, à moins que ce soit des personnes âgées qui sont vraiment très habituées à manger avec les baguettes depuis toujours et donc qui ont un peu de mal à changer. Mais de manière générale, voilà, la grande majorité des Chinois ne mangent pas des plats italiens avec des baguettes, quoi. La seule exception, à la rigueur, ça peut être pour les plats fusion, c'est-à-dire des plats qui seraient un mélange entre des plats chinois et des plats italiens, auquel cas les plats en fait sont faits pour être mangés souvent avec des baguettes, et donc dans ce cas-là, la question se pose pas en fait. Ensuite, le choix du mannequin, il est problématique. Alors ça, pour le coup, c'est un problème très récurrent pour toutes les marques occidentales en Chine, c'est que les internautes jugent que l'actrice elle a des yeux trop petits, exagérément bridés en fait. Le fait de représenter les Asiatiques avec des yeux très bridés est considéré comme raciste en Chine. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de choisir des mannequins qui n'ont pas les yeux trop bridés. Ce dont je me suis aperçue ces dernières années, c'est qu'il y a une tendance pour sélectionner des mannequins métis, de façon à ce que le mannequin n'ait pas des yeux jugés comme étant trop bridés du point de vue chinois. Alors en plus de ça, elle a l'air un peu niais, faut bien l'admettre dans cette vidéo, elle glousse un peu en voyant qu'elle peut pas attraper la nourriture avec ses baguettes. Et ce sourire un peu enfantin, il est perçu par les Chinois comme un stéréotype occidental sur les femmes asiatiques. Représenter la femme asiatique comme une femme timide, un peu soumise, c'est quelque chose qui est très mal vécu par les Asiatiques. Aussi, il y a le décor qui est quand même très stéréotypé, hein. Il y a les lanternes chinoises dans le fond, la calligraphie, la robe aussi de la femme qui est rouge à paillettes. On dirait qu'en fait la marque elle a essayé de placer tous les symboles chinois possibles et imaginables sur cette vidéo, il manquait plus que le dragon. Et donc en fait ça pour le coup c'est vraiment une représentation hyper cliché de la Chine. Ça donne un peu l'impression que la marque n'a pas voulu faire un effort d'aller chercher un petit peu plus loin que dans les grands classiques et les grandes lignes sur la culture chinoise. On a parlé du décor, on a parlé du mannequin, donc maintenant on va parler du texte. Donc d'abord on va revenir sur ce terme, petit bâton, qui est utilisé pour décrire les baguettes chinoises au début de la vidéo. Le média Tsing Daily, il propose une analyse qui me semble vraiment très intéressante et très juste. Les baguettes donc, sont qualifiées dès le départ de petits bâtons, alors que les plats, eux, sont représentés dans des proportions énormes. Et donc, selon le média, ça démontre une position assez arrogante et dominante de la part de la marque face aux Chinois. En fait, c'est une attitude condescendante vis-à-vis de la culture chinoise, et ça donne le sentiment aux Chinois que leur culture, elle est tournée en dérision. Ensuite, comme je vous le disais au moment de manger le cannoli, donc cette pâtisserie sicilienne, des phrases à connotation sexuelle ont été prononcées. Si on le remet dans le contexte, on est face à une femme un peu embarrassée devant un plat, qui semble très timide et qui se fait guider par un homme. Et cet homme a des propos auxquels on peut vite attribuer un double sens en fait. Cette maladresse, elle a d'autant plus choqué qu'elle coïncidait avec l'essor du mouvement MeToo en Chine. Je sais pas si vous le saviez, mais le mouvement MeToo, il a aussi eu un impact en Chine. En janvier 2018, Luo Cixi, une ancienne étudiante de l'université de Beihang à Pékin,
avait dénoncé une agression sexuelle commise par son professeur. Donc ça avait vraiment contribué à médiatiser le mouvement dans le pays, malgré le fait qu'il y ait quand même une forte censure, on le sait. Et donc le timing était particulièrement mal choisi parce que cette affaire a lieu en janvier et le scandale de Dolce & Gabbana a lieu en décembre de la même année. À côté de ça, la prononciation très chinoise de Dolce & Gabbana, on en a aussi entendu parler pendant le scandale, ça a vraiment été vécu comme une moquerie de la part des Chinois. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un effet d'accumulation. Il y a tellement d'éléments de moquerie dans la vidéo que ça rajoute juste une couche en fait. Lorsque cette vidéo sort, les Chinois, ils se sentent donc moqués, humiliés, et la toile s'enflamme. La vidéo, elle est supprimée du compte Instagram sous 24 heures, mais le scandale prend réellement un autre tournant quand le screenshot d'une conversation privée de Stefano Gabbana et un internaute est publié sur le compte Instagram d'un lanceur d'alerte. Dans la conversation, Stefano Gabbana insulte la Chine et dit, je cite, « pays de merde » en utilisant des emojis de caca. Il est tout en finesse, ce monsieur, finalement. La polémique explose donc. Stefano Gabbana réagit rapidement en disant que son compte Instagram il a été hacké, que donc ce n'est pas lui qui a envoyé ces messages. Et le comble de la maladresse, c'est qu'il prend le screenshot, ce fameux screenshot des insultes, et il appose dessus en gras, en rouge, « Not me », ce n'est pas moi, et il publie ça sur son compte Instagram. C'est particulièrement maladroit parce que du coup, toutes les personnes qui potentiellement n'avaient pas encore vu les insultes, clairement maintenant, elles peuvent les lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce « Not me » est devenu un mème viral sur les réseaux sociaux chinois pour se moquer de lui, décrédibiliser ses excuses et puis renforcer le boycott de la marque, bien sûr. Les deux couturiers vont ensuite réaliser des excuses en vidéo. Le problème, c'est que leur voix, elle est très monotone. Donc dès que c'est publié sur Instagram et Weibo, les Chinois, ils trouvent que c'est pas très sincère. Ça ressemble plus à une autocritique avec un texte tout prêt qu'ils sont simplement en train de lire. Donc ça ne marche pas du tout. Au total, il y a plus de 120 millions de messages négatifs concernant Dolce & Gabbana qui sont publiés sur les réseaux sociaux chinois. Rapidement, il y a un boycott qui s'organise. Les top modèles qui avaient été engagés pour The Great Show refusent de défiler. Les influenceurs qui travaillaient avec la marque annulent tous les contrats. Et les personnalités chinoises prennent la parole et dénoncent une publicité qui est jugée raciste. Zhang Ziyi, par exemple, qui est une actrice chinoise très connue, vous l'avez certainement vue dans le film Mémoire d'une geisha, elle dit que Dolce & Gabbana ont déshonoré leur propre marque. Les principales plateformes e-commerce en Chine, elles ont toutes retiré les articles Dolce & Gabbana de leur site. Sur les façades des magasins, certains Chinois viennent coller des impressions de ce message, Not me, avec les différentes insultes de Stefano Gabbana, ce qui fait qu'en quelques heures, la marque disparaît totalement de Chine. Soumis à la pression des autorités, Dolce & Gabbana sont obligés d'annuler l'événement. L'affaire frôle en fait même le scandale diplomatique, parce qu'il y a des prises de parole publiques des officiels chinois qui dénoncent les propos de la marque. C'est en ça d'ailleurs que les marques de luxe, finalement, quand elles génèrent un scandale, ça peut avoir un impact sur un pays tout entier, finalement, donc c'est quand même assez grave. En l'occurrence, c'est une catastrophe commerciale, et c'est un préjudice bien sûr énorme pour l'image de la marque. Cette affaire, elle devient aujourd'hui un cas d'école en termes de communication interculturelle ratée. Ce fiasco, il aurait coûté 200 millions de yuans, c'est-à-dire un peu moins de 26 millions d'euros, à la marque de luxe italienne. Et là, je vous parle juste de l'annulation du fashion show. Entre 2018 et 2019, les ventes chutent drastiquement. La marque perd 120 millions d'euros. Il faudra attendre 2020 pour qu'elle puisse exposer à nouveau en Chine. Alfonso Dolce, qui est le directeur général de Dolce & Gabbana, il a déclaré en février 2020 que l'entreprise avait récupéré 50% du terrain perdu en Chine, et fin 2021, la marque n'avait toujours pas atteint les résultats d'avant le scandale. C'est qu'à partir de 2021 d'ailleurs que les personnalités chinoises accepteront à nouveau d'associer leur nom à la marque. Bon, alors quels conseils on pourrait donner à une marque occidentale qui souhaite communiquer en Chine sans se prendre les pieds dans le tapis ? La première chose à faire, la première chose qu'on peut peut-être recommander, c'est d'écouter les équipes locales, d'avoir toujours des conseillers locaux qui peuvent apporter un regard un peu critique sur ce qui est proposé.
Cette marque, en l'occurrence, de toute évidence, elle est peu familière avec la culture chinoise, donc pourquoi pas intégrer en fait leurs équipes chinoises dans le processus de décision. C'est vrai que ça peut être un peu difficile parfois d'obtenir des feedbacks sincères de la part d'équipes chinoises, ça je le sais. Et ça s'explique d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une vision de la hiérarchie qui est beaucoup plus descendante qu'en France, ou même en Italie. Mais avec une couverture aussi importante que celle de Dolce & Gabbana en Chine, c'est sûr qu'il y a des personnes qui pourraient les conseiller sur ces points culturels-là. Donc l'idée c'est quand même de leur donner un peu la parole. D'autant plus qu'en 2017, l'année précédant ce scandale donc, la marque avait déjà fait parler d'elle. Elle avait lancé une campagne à Pékin qui véhiculait une image très stéréotypée et largement dépassée de la Chine, donc elle n'en était quand même pas à son coup d'essai. Le journal Les Échos a mis en lumière un point important. La Chine contribue à 70% de la croissance du luxe. Or, les jeunes Chinois d'aujourd'hui sont nés dans un pays où les marques de luxe font partie de leur quotidien en fait. Ce qu'ils demandent, ce sont des marques qui les comprennent et qui leur correspondent. D'où, selon moi, l'essor des marques de luxe chinoises, parce qu'elles ont moins de mal à s'adapter au code culturel chinois et aux attentes des jeunes Chinois. Les Chinois d'aujourd'hui, ils ont grandi dans l'idée que leur pays a été profondément lésé depuis les guerres de l'opium. C'est d'ailleurs ce dont je vous parlais dans le tout premier épisode de ce podcast. Si vous l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y jeter un œil, ou une oreille d'ailleurs. Résultat, le nationalisme n'a jamais été aussi fort en Chine, et les faux pas culturels, ça ne passe plus du tout, et ça peut rapidement mettre le feu aux poudres. Et voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai une petite voix parce que je viens d'être malade, donc j'espère quand même que vous avez pu m'écouter et que ça n'a pas été trop désagréable. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je suis justement en voyage en ce moment, et je vous partage les coulisses d'Amsterdam, de Singapour et de Ho Chi Minh, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et moi je vous dis à très vite sur Cross Culturel.